Quels sont les 5 points à améliorer si on veut progresser au Remix? Le premier point, ça va être, donc le premier truc qu'on fait quand on fait une résolution, l'inspection. C'est quoi l'inspection? C'est comment on arrive à prévoir notre croix et ce qu'il y a après. Par exemple, moi je prévois que la croix, mais ce serait bien que je prévoie un F2L en plus, voire 2 F2L, enfin 2 F2L c'est beaucoup trop encore pour mon niveau, et voilà. Au début, votre inspection ça doit juste être savoir où est-ce que sont vos pièces, mais au fur et à mesure que vous progressez, ça va être par exemple voir un F2L, faire votre croix en entier déjà pour commencer. Et bah du coup, comment on progresse à l'inspection? Alors progresser à l'inspection, c'est le truc le plus simple. En fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est juste d'essayer de prendre le plus de temps possible. Par exemple, là, je vais essayer d'inspecter la première paire de F2L avec. Ça va être très dur, hein. Je vais prendre du temps, mais là, je vais essayer de prendre, justement, je vais prendre tout le temps dont j'ai besoin pour inspecter ça, mais pas forcément, genre si je dépasse les 15 secondes, c'est pas grave. Du coup, j'essaie de faire des calculs, par exemple, en faisant ma croix, il va se passer ça, 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 ça. Et donc, avec tout ce que je viens de faire, là, en plus, j'ai un cas très simple. En fait, ma pièce, là, cette première paire-là, elle va arriver ici. Ensuite, comme cette pièce-là va arriver là, ensuite, du coup, je vais faire un mouvement D. Celle-là va se retrouver ici. Je vais mettre celle-là. Donc là, je vais avoir une paire de... Du coup, ici, normalement, je vais avoir une free paire quand j'aurai fait ma croix. Ça, c'est mon inspection, c'est ce que je viens de voir. Maintenant, juste, on vérifie et on regarde si c'est vrai. On regarde si c'est ça. Bon, vous pouvez faire la révolution en vrai aussi, hein, ça ne change rien. Moi, je vais la faire en vrai parce que j'ai envie d'en faire une. Bon, là j'ai fait une solve mid, mais toute pourrie quand même. Mais j'ai bien vu sur mon enregistrement que mon inspection était bien et que j'avais bien réussi à prévoir. Maintenant, il va falloir réussir à faire ça pour toutes les croix. Et ça, c'était un cas vraiment simple et ça a quand même pris 1 minute. Mais par contre, il y a des cas où ce sera vraiment plus dur et plein de choses. Donc là, il faudra juste en fait, prendre le maximum de temps possible. Et en fait, à un moment, vous allez juste réduire le nombre de temps que vous prenez. Par exemple, au début, ça va peut-être vous prendre 3 minutes d'inspecter la croix, mais ensuite, ça va peut-être vous en prendre 1 minute, 1 minute 15, et etc. Jusqu'à arriver au moment où ça va vous prendre moins de 15 secondes. Donc là, vous arriverez à faire ça en compétition et en solve normal. Et ensuite, ça va vous prendre moins de 8 secondes d'inspecter une croix. Là, vous pourrez commencer à réaméliorer votre inspection pour aller inspecter la paire d'FZ d'après. Et ça va faire exactement les mêmes étapes. L'erreur que tout le monde pense faire, et en fait tout le monde cherche à améliorer ça, mais en fait c'est pas ça la vraie erreur. C'est donc le TPS. En fait souvent le TPS, on se dit oui j'aimerais bien améliorer mon TPS, en fait souvent c'est pas ça le problème. Souvent ça va avec le look-ahead, mais j'expliquerai le look-ahead. Donc comment on améliore son TPS de façon brute et vraiment juste améliorer son TPS. En fait le TPS ça peut dépendre de deux choses. Ça peut dépendre de soit vraiment vos mains sont limitées, n'arrivent pas à tourner plus vite, dans ces cas-là vous bombardez juste les sols, à un moment ça va finir. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être juste que vous n'avez pas les bons finger tricks. Par exemple, une personne qui tourne comme ça, avec toujours le poignet pour faire les coups, même comme ça, aura jamais un bon TPS. Alors qu'une personne qui fait exactement les bons finger tricks tout le temps, aura les bons TPS. Et souvent, ça va juste être, ok, apprendre à trouver les meilleurs finger tricks dans une configuration. Par exemple, vous faites finir votre passe de la 2L, et vos doigts sont comme ça. Là, du coup, si vous faites un regrip comme ça, vous allez perdre théoriquement du temps. Mais en soi, si c'est pour avoir des bons finger tricks, après c'est rentable. Mais si vous n'avez pas de bon finger tricks après, si c'est juste ça pour juste vous mettre là, ça sert à rien. Si par exemple vous aviez ça à faire, vous pouviez faire comme ça, vous n'avez pas besoin de regrip là pour faire ça, ça ne sert à rien. Ou même vous pouvez aussi apprendre des finger tricks, donc ça, par exemple le fameux celui-là, comme ça, là, du PLLE, ou même celui du PLLA, que je ne sais pas faire, voilà, faudrait que j'apprenne. Comme ça avec les deux là, en fait si je sais le faire mais pas assez vite. Voilà, en plus j'ai fait n'importe quoi. Voilà, il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre pour tourner plus vite. Mais souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas vraiment le TPS qui pose problème, c'est vraiment le look ahead. Et donc ça va être mon point numéro 3 dans cette vidéo. Donc, le look ahead, ça change un peu avec l'inspection. En fait, le look ahead, c'est quoi? Le look ahead, c'est en gros voir un peu dans le futur de ce qui va se passer dans notre résolution. Et par exemple, là, j'ai fini ma croix. Par contre, je sais pas où sont mes pièces après. Alors que si j'avais fait du look ahead, je saurais par exemple que j'avais ce cas-là. Par exemple, imaginons je vais look ahead, donc là je suis en train de faire cette paire. Et pendant cette paire, je regarde et je vois ces deux pièces-là qui sont là, côte à côte, et en fait je me rends compte que le cas va pas changer. Du coup, je peux directement enchaîner avec ça, et pendant que je fais ça, je peux regarder aux autres paires qu'il y a sur mon cube, et voir que ici j'ai une pièce, et que ici j'ai une pièce. Du coup, ici je peux enchaîner, et trouver, donc faire des résolutions sans pause, c'est ça que ça sert le look ahead, et en prévoyant toujours le futur. Et comment on fait pour améliorer ça? Il y a 3 niveaux de look ahead. Le premier niveau de look ahead, c'est celui que j'ai actuellement. C'est en gros, j'arrive à savoir à peu près où vont être les pièces, mais je sais pas dans quel sens elles sont orientées, je sais pas. Je sais qu'il va y avoir une là, et du coup je sais que en gros quand j'aurai fini ma paire, je vais regarder ce cas-là et juste le reconnaître le plus vite possible. Il y a le deuxième niveau de look ahead, celui que je suis en train d'essayer d'apprendre à faire et que je m'entraîne actuellement.
c'est celui où en fait on va déjà savoir quel cas on a avant. Alors, on va savoir déjà quel cas on a pendant qu'on le fait, alors, pendant qu'on fait l'algorithme. Et le dernier niveau, c'est celui où en fait on a déjà prévu cette paire là, on est en train de prévoir celle d'après et encore avant et beaucoup de choses. On est déjà en train de se poser des questions sur est-ce que si je fais ça, ça va me donner ça parce que j'ai cette pièce, parce que je vois que du coup si je fais ça, j'ai ce cas là, est-ce que du coup ça fait ça? Bon bref, c'est comme quand tu joues aux échecs et que tu trouves un math en 15, ça n'arrive jamais. Du coup pour passer le premier niveau de bouquet, en fait c'est simple, enfin simple. En fait il suffit juste de savoir faire toutes les paires de tous les cas de F2L sans regarder la paire. Imaginons, je vais me mettre un cas random, je regarde pas, je sais pas ce que je suis en train de faire sur mon cube. Typiquement celui-là, attends, c'est un cas trop simple. Au hasard, on va faire ça. Ce cas-là, est-ce que ce cas-là, je sais résoudre sans regarder? Bah oui, regarde, je peux ne pas regarder. Donc là, je ne regarde pas, vous pouvez pas voir, mais je regarde pas. Normalement, il y a la paire. Voilà. Et je sais faire ça avec tous les trucs. Du coup, maintenant, au lieu de pas regarder pendant la paire, parce que ça paraît un peu débile quand même, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de regarder les autres pièces de votre cube qui bougent. Par exemple, là, du coup, je vais mettre deux cas en même temps. Par exemple, là, vous avez ce cas-là. Et vous voyez qu'il y a ce cas-là. Bah, du coup, vous faites quoi? Vous êtes en train de résoudre ce cas. Et là, vous voyez que cette pièce-là, en fait, vous voyez où elles sont. Du coup, vous dites, ah ok, elle est là. D'ailleurs, pour ce cas, il y a un truc, je crois qu'il y a un truc qu'on peut faire, c'est ça. Waouh. Un autre problème que les gens ont souvent, c'est l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est quoi? C'est le nombre de mouvements que prennent les gens. Par exemple, Timon Kowasinski a une efficacité très faible par rapport aux autres meilleurs cubeurs du monde, parce qu'en fait, il est très fort pour réduire son nombre de mouvements, mais par contre, il tourne moins vite. Du coup, lui, a amélioré plutôt son TPS, mais c'est pas le rapport, même si ça reste comme un des meilleurs cubeurs du monde, et je n'ai pas un dixième, du quart, du centième de son niveau, donc voilà. Par exemple, imaginons, ce cas-là, vous connaissez pas l'OLL pour le faire. Bah, vous faites ça, et du coup, vous faites un OLL en tout look. Bah, ça vous a pris 2 fois plus de mouvements que le cas que vous auriez fait à la base. Donc ça va être vraiment la partie efficacité, mais sur les algorithmes. Et donc cette partie-là, c'est assez remédiable, il faut juste apprendre des nouveaux algorithmes. Après, je parle pas d'apprendre des algorithmes qui servent à rien. Apprenez des trucs qui servent, par exemple, si vous connaissez pas tous les OLL, bah apprenez tous les OLL et les PLL. Et normalement, avec ça, vous pouvez aller jusqu'au sub 15, sub 10 avant de pouvoir apprendre autre chose. Et à ce moment-là, vous pouvez apprendre, je sais pas, il y a des gens ils ont appris les COLL, il y a des gens ils ont direct commencé avec les ZBLL, il y a des gens ils ont appris des algos 2x2, parce que c'est bien le 2x2 aussi, il n'y a pas que 3x3 dans la vie. C'est moi qui dis ça. Hein. Apprendre aussi des winter et des summer variations, ça peut être utile. Donc les winter et summer variations, c'est quoi? En fait, en gros, c'est des cas, par exemple, quand vous avez une paire comme ça, donc ça c'est pour les winter variations. Quand vous avez une paire comme ça, là ici, une paire de F2L, en fait, quand vous l'insérez, vous n'avez pas forcément ici le. En fait, si vous avez toutes les arêtes qui sont bien orientées, en fait, les winter variations, ça va permettre d'avoir un algorithme pour que ça skip la phase. Moi, ça a tout skip parce que je m'étais pas mis de PLL après, mais parce que c'est moi qui invente mes cas vu que je connais pas les winter variations. Et les Summer Variations, c'est pareil, mais pour ces cas-là. Donc là, j'en connais aucune, mais BLS, mais je pense que ça sert à rien. Il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre. De toute façon, il faut juste se renseigner sur YouTube, c'est quoi les meilleurs sets à apprendre si c'est ça qui vous manque. Après, j'imagine que si vous êtes sub 8 et que vous voulez apprendre des ZBLL, vous n'êtes pas en train de regarder ma vidéo sur comment progresser, parce que je vais rien vous apprendre, quoique. Et sinon, il y a aussi l'efficacité donc sur les F2L. L'efficacité sur les F2L, c'est quoi? Alors, par exemple, un débutant. Au début, quand vous étiez débutant, qu'est-ce que vous faisiez? Bah, vous faisiez des F2L, ils étaient pourris vos F2L, on est bien d'accord. Alors vous faisiez pas de F2L, du coup vous faisiez... alors ici je mets ça, je mets ça, je mets ça... Enfin voilà, vous faisiez plein de trucs moches et que personne veut faire parce que sinon c'est juste super lent. Mais maintenant vous avez progressé, vous faites des F2L un peu meilleurs, on va dire que vous êtes à peu près sub 30 parce que je sais pas à qui je m'adresse, enfin, je sais pas faire une vidéo par mec qui regarde mes vidéos. Par exemple ce cas là, il y a des gens ils feraient, alors ici on fait au gauche à droite pour séparer les pièces, ensuite ici on fait ça pour faire la paire, ensuite on met... Ça c'est pas efficace parce que ce qu'on pouvait juste faire c'était... ce qu'on pouvait juste faire dans ce cas là c'était séparer les pièces comme ça et boum, on s'est créé une paire. Et ça c'est... Ça on peut faire ça pour tous les cas de F2L et très souvent. Et donc du coup ça va aussi permettre pour avoir du bookhead parce que du coup on va permettre de connaître tous les cas de F2L qu'on va avoir. Et ça c'est quand même assez pratique. Et donc voilà, dans cette vidéo je vous ai expliqué donc comment progresser dans un peu tous les aspects du Rubik's Cube. J'en ai peut-être oublié mais je pense pas. D'ailleurs dans l'efficacité j'ai oublié de préciser mais ça implique aussi de ne pas faire trop de rotation pour rien et pas trop de regrip. Donc regrip c'est quand on est comme ça et qu'on va remettre sa main. Alors que des fois c'est pas nécessaire, genre si vous êtes comme ça et que vous vous remettez, alors et que vous remettez votre main, votre pouce, ça vous fait perdre du temps, alors que si vous avez eu un mouvement bas, vous pouviez juste remettre votre pouce genre naturellement en faisant un truc un peu comme ça et vous aurez fait votre mouvement bas quoi.
Donc voilà, j'ai abordé tous les thèmes du Rubik's Cube, tous les domaines pour comment progresser, comment avancer dans ce domaine. Sur ce, bonne journée, au revoir. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez mettre en commentaire parce que je commence à sécher. Au revoir, bonne journée.